Madame la ministre, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, madame la parlementaire, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs. J'ai préparé un petit propos introductif parce que aujourd'hui c'est une très belle date, 10 ans. Pour le département du Calvados et le projet Fibre Calvados Normandie, tout a commencé effectivement il y a 10 ans. Il a fallu 10 ans de travaux pour couvrir une grande partie le département du Calvados en fibre optique, alors que le déploiement du téléphone a pris quasiment 100 ans. 10 ans, c'est très court pour le plus important chantier depuis 40 ans, mais c'est presque trop long face à l'attente de nos administrés. Deauville, un lieu symbolique pour notre projet également. C'est en effet le réseau d'initiatives publiques de la communauté de communes de Cœur-Côte-Fleury qui a inspiré notre projet. Et je me permets de dire très régulièrement, suite à une expérience grandeur nature sur 4CF. Sans être nostalgique, je présenterai 4 points de repère, le projet Fibre Calvados Normandie et les défis à relever pour tenir la promesse de la fibre pour tous dans les prochains mois avant fin 2022. Démarrage du projet en 2011. Le Calvados est alors l'un des premiers départements en France à se lancer dans le déploiement de la fibre sur l'intégralité de son territoire. À cette époque, les opérateurs privés ont déclaré leur volonté de déployer la fibre sur uniquement 30 communes du département, 29 communes de la petite agglomération de Caen et la moitié de la ville de Lisieux. Une intervention publique était donc nécessaire. Merci au département du Calvados pour les plus de 650 communes restantes, et cela pour que personne ne soit exclu du très haut débit. Le département du Calvados, fidèle à ses missions de solidarité des territoires et de proximité avec la population, s'est engagé dans une politique volontariste d'aménagement numérique avec la construction d'un réseau d'initiatives publiques appelé aujourd'hui Fibre Calvados Normandie, et aussi, et pour cela, un grand merci à la région Normandie. L'investissement total de ce projet s'élève aujourd'hui à 395 millions d'euros, dont la part publique est à 97 millions. Merci région, merci mission très haut débit, merci Europe, et puis Calvados. Le périmètre, c'est très exactement 255 000 prises et une couverture à 100% du territoire du Calvados, hors Côte-Fleury, hors naturellement la moitié de la ville de Lisieux et la petite agglo de Caen. La délégation de services publics est confiée actuellement à Covage. Le chantier mobilise une dizaine d'entreprises de travaux qui sont à la manœuvre dans tout le département. L'ambition du département est de permettre un accès Internet performant partout pour tous les Calvadosiens, particuliers, entreprises, collectivités, soit à terme plus de 255 000 foyers raccordables à la fibre optique. La fibre optique, élément indispensable de sa politique du maintien à domicile de la personne vieillissante dans de bonnes conditions, et ça grâce à la domotique. À peine 10 ans plus tard, le projet porte déjà ses fruits. Le seuil de 190 000 prises déployées a été franchi, plaçant le Calvados comme l'un des départements de France les plus avancés pour l'aménagement numérique en fibre optique. Même si aujourd'hui des difficultés subsistent, nous faisons face et continuons d'avancer. Le réseau est désormais déployé et opérationnel dans près de 400 communes du Calvados. Permettez-moi de modérer ces propos. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. 3 opérateurs nationaux, SFR, Orange et Bouygues Télécom, commercialisent actuellement leurs offres FTTH sur notre réseau, aux côtés de 6 opérateurs alternatifs. L'arrivée de Free est imminente. Oui, actée au département vendredi dernier. La commercialisation des offres fibres de tous les opérateurs s'étend progressivement à l'ensemble du périmètre départemental du projet. Des entreprises et des professionnels implantés dans 156 zones d'activité du Calvados peuvent bénéficier des offres Fibre Pro. Et là, je dirais bravo à notre offre BPE Access 2 mégas, 100 mégas, qui a été une véritable réussite de ce projet. La fibre pour tous en 2022, nous y sommes presque. Quelles sont les conditions pour que tous les foyers du Calvados puissent bénéficier de la fibre en 2022?
Pour le projet, les réseaux Fibre Calvados-Normandie, c'est une nouvelle page qui s'écrit actuellement. La DSP Covage Calvados est sur le point de passer sous le drapeau Altitude Infra. Un acteur normand, mais d'envergure nationale dédié au déploiement des réseaux de fibres. Ce changement de gouvernance intervient suite à l'acquisition de 100% de l'entreprise Covage par un consortium composé du groupe Altis et la revente de 25 DSP Covage au groupe Altitude, donc Covage Calvados. Le défi majeur pour le nouveau délégataire sera la finalisation du déploiement sans trop, je dis bien sans trop impacter le calendrier du projet. Les années 2020 et 2021 sont marquées par une forte montée en cadence du déploiement des prises malgré la crise sanitaire. Un effort important est donc attendu du délégataire pour maintenir ce rythme et acheminer le réseau partout dans les communes rurales du département, puis assurer et renforcer l'exploitation du réseau fibre Calvados-Normandie. Les conditions de la réussite sont aussi entre les mains des opérateurs commerciaux. Période charnière pour tous les opérateurs commerciaux présents sur notre territoire. Les prises sont déployées et disponibles. Les administrés souscrivent des abonnements à la fibre. Mais les opérateurs commerciaux sont confrontés actuellement aux défis du terrain. Faire face à l'explosion des demandes de raccordement. Pour vous donner une idée, sur le réseau Fibre Calvados, le délégataire peut enregistrer plusieurs milliers de commandes par mois. Il faut raccorder vite, mais il faut aussi raccorder bien, en respectant le réseau et les infrastructures en place. Les opérateurs et leurs prestataires raccordeurs sont en première ligne pour cela. Il faut veiller à protéger le réseau des aléas du mode stock. Le mode stock, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure. C'est des gros mots. La fibre optique, vous avez que des gros mots. Adressage, élagage, mode stock, OI, opérateur d'immeuble. Et pour le mode stock, sous-traitance opérateurs commerciaux, en effet, un peu partout en France, les réseaux d'initiative publique poussent un cri d'alarme, Madame la Ministre. Les prestataires qui raccordent les clients pour le compte des OSEN mettent les réseaux à rude épreuve. Des portes d'armoire de rue défoncées, des fibres mélangées en pleine nouille, des clients débranchés pour embrancher d'autres, etc., etc. Les photos qui circulent sur les réseaux sociaux parlent d'elles-mêmes. Messieurs les opérateurs, sensibilisez et sanctionnez vos prestataires. Cela est essentiel pour la pérennité de notre ambition commune. Messieurs les prestataires, quoi que vous pensiez des prix de vos prestations, respectez le bien public, car rien ne justifie qu'un professionnel agisse de la sorte. Cela fait près de 10 ans que nous travaillons pour aménager le territoire et fournir de la fibre pour tous. 10 ans de réflexion, d'expérimentation, de validation politique, de financement, de négociation, d'études, de déploiement, de réingénierie. Et pour moi, de nuits blanches et une vraie perte de cheveux. Si construire peut être le fruit d'un travail long et acharné, détruire peut être l'œuvre d'une seule et unique journée. Enfin, mon dernier souhait, connecter à la fibre les foyers raccordables sur demande. Mais qu'est-ce qu'un raccordable sur demande? Au moment de l'ouverture à la commercialisation du réseau dans une commune, certaines adresses ne sont pas immédiatement éligibles, car considérées comme isolées. La souscription d'un abonnement auprès d'un opérateur devrait alors déclencher la construction du tronçon manquant du réseau pour permettre ensuite le raccordement final de ces habitations à la fibre. Ce type de raccordement peut prendre 6 mois. Bref, pas de commande, pas de construction de tronçon manquant pour rendre raccordable à un domicile raccordable sur demande. Un vrai cercle vicieux. C'est une situation difficile à faire accepter aux administrés éloignés du réseau, dont les besoins en débit sont très importants. Mais je ne doute pas que nous trouverons vite une solution ensemble avec Altitude Infra. Dans cette dernière ligne droite et avec 10 ans d'expérience des réseaux et d'initiatives publiques, notre détermination et notre engagement auprès de l'ensemble des Calvadosiens pour la meilleure couverture numérique possible restent intacts. Je vous résume.
10 ans, 2 délégataires, Tutor et Covage, et nous sommes toujours confiants pour la suite. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Altitude Infra, qui sera aux manettes de notre DSP dans quelques semaines. Bienvenue, et je vous le dis, entre Normands, nous allons nous comprendre et parachever ce fabuleux projet. À très vite, David Elfassi. Merci Sébastien d'avoir créé les états généraux des RIP, concentrés de réflexion, de rencontres, de vision d'avancement des différents territoires de France. Simplement bravo, bravo dans un merveilleux site. Serge Tougar, donc conseiller régional de Normandie. Aujourd'hui, le programme régional, c'est 235 millions d'euros, une couverture FTTH ciblée à 85% en 2023, 100% en 2025. Où en êtes-vous et qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser les raccordements effectifs, selon vous? Vous pouvez rester là ou aller au pupitre si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame la ministre... vous pouvez enlever votre masque pour la prise de... Vous pouvez enlever votre masque quand vous parlez, il n'y a pas de souci. Madame la ministre, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, chers élus, chers acteurs du numérique et du très haut débit, bonjour à tous. Merci de votre invitation, mon territoire numérique. Merci de votre invitation. Je vous présente d'abord les excuses de Hervé Morin. J'allais dire très occupé en ce moment, mais les présidents sont toujours très occupés. Donc, merci de votre accueil et bien évidemment la région se devait de soutenir ces états généraux comme elle l'a déjà fait. Merci à la ville de Deauville de nous accueillir, l'accueil est remarquable comme toujours et je ne sais pas si je connaîtrai un jour un accueil qui ne soit pas remarquable à Deauville. Donc merci à tous. Alors, quelles sont les dimensions du programme normand de la transformation numérique et quel est l'état d'avancement du déploiement? Vous avez donné quelques indicateurs, j'apporterai quelques précisions. Toujours est-il que début 2016, la région Normandie était créée dans son nouveau cadre juridique et quelques repères tout de même, 3 400 000 habitants, 30 000 km², c'est-à-dire 30 millions d'hectares, dont 70% en zone agricole, une activité industrielle forte et des zones agglomérées importantes sur Le Havre, Caen et Rouen notamment. Ceci pour dire que les besoins étaient importants et diversifiés et au regard du très haut débit, ce sont environ 2 millions de locaux qui étaient considérés comme raccordables, à savoir les habitations et les espaces d'activité, y compris les espaces publics. Donc la diversité à appréhender était grande en 2016 pour la nouvelle région, diversité liée à celle des maîtrises d'ouvrage, liée à l'historique des différents partenaires et liée aussi à la diversité des densités. Bien évidemment, la région a mené une concertation avec tous les acteurs, et en particulier les départements qui étaient à l'initiative de programmes importants. Une concertation était nécessaire pour avancer et accélérer l'installation du très haut débit en Normandie. Donc la région réunifiée vit sa nouvelle vie depuis le 4 janvier 2016. L'un des enjeux majeurs lorsqu'un nouveau territoire est créé, dans une nouvelle dimension démographique, qui plus est avec des compétences accrues. L'objectif est de répondre aux besoins, aux nécessités, aux demandes, tout en garantissant un ou des équilibres sur l'ensemble du territoire dans les meilleurs possibles. D'ailleurs, la vie et l'évolution des pratiques pendant la crise sanitaire a confirmé cette nécessité d'harmoniser, de répondre à tous les besoins dans un souci d'équilibre. À bien des égards, d'ailleurs, la région a tenu compte des expériences, et notamment de celle de la communauté de la Côte-Fleurie, puis du département du Calvados, qui ont été précurseurs en Normandie. Ça a été dit, mais je le rappelle, je tiens à le souligner, parce que sans initiateur historique, il n'y a pas d'avancée collective par la suite. Donc félicitations à la communauté de la Côte-Fleurie et au département du Calvados. Qu'aurait été la vie de chacun, la vie collective, la vie professionnelle, la vie administrative, sans le numérique et le très haut débit
depuis le début de l'année 2020. La région a donc adopté une stratégie, un plan stratégique en septembre 2017. L'objectif était de disposer d'une offre très haut débit pour tous les Normands, au plus tard en 2025, en suivant les principes stratégiques suivants. Premièrement, privilégier l'installation de réseaux de nouvelle génération 100% fibre optique. C'était le premier choix, qui peut sembler évident aujourd'hui. Le deuxième choix, c'était raccorder de façon prioritaire les sites stratégiques de la région, qu'il s'agisse par exemple des établissements de santé, des établissements d'enseignement. Troisièmement, il s'agissait de veiller à l'équité territoriale dans le déploiement du très haut débit, l'Internet partout et pour tous. Quatrièmement, il s'agissait de cofinancer la part publique des initiatives d'envergure départementale. Et cinquièmement, il s'agissait d'accélérer les déploiements. Les différents modes, je n'entrerai pas dans le détail. Accélérer les déploiements, ceci veut dire que la région devait y mettre les moyens et y mettre les moyens financiers. Vous avez cité le chiffre de 235 millions d'euros. Effectivement, la région Normandie a budgété 235 millions d'euros pour accélérer l'installation du très haut débit sur le territoire. Dans ces 235 millions, il faut être juste, il y avait 30 millions de fonds européens. Est-ce que ces 235 millions avaient une importance pour accélérer les programmes? La réponse est oui, dans la mesure où les besoins financiers sur l'ensemble du territoire normand, aussi bien pour les réseaux privés que pour les réseaux publics, les besoins étaient au total de 1,6 milliard. Donc la région a contribué pour partie, mais cette contribution partielle de 235 millions a permis d'accélérer les installations de la fibre optique. D'ailleurs, vous pouvez rapprocher ce chiffre, qui n'est pas définitif, mais qui a quand même une signification, coût des investissements privés et publics, 1,6 milliard pour environ 2 millions de locaux raccordables. Vous pouvez faire la division et vous avez le nombre de centaines d'euros pour savoir ce que coûte un raccordement. Quelle est la situation en 2020? Le taux de couverture fibre optique, zone privée et zone publique. Au 30 juin 2020, le nombre de locaux raccordables était de 41%. Au 31 décembre 2020, le nombre de locaux raccordables était de 984 000 et ceci représentait 50%. Ceci qui veut dire qu'au cours du deuxième semestre 2020, le nombre de locaux raccordables a augmenté de 10 points. Et si chaque semestre on augmente de 10 points, les objectifs seront tenus. L'accélération voulue a donc été confirmée au cours de ces derniers mois, malgré la crise sanitaire qui a pu provoquer pendant un certain temps quelques retards dans les travaux. Donc, selon les départements et selon les lieux, parce qu'il peut y avoir quelques variations, les dates de fin de travaux pour les locaux raccordables oscilleront entre 2022 et 2025. Dans la région Normandie, la fibre optique devrait donc être disponible sur tout le territoire, zone privée, zone publique, en 2025, avec la plus grande partie couverte dès fin 2023 à hauteur d'environ 85 à 90%, même si des freins restent toujours à lever. Alors, des freins ont été évoqués, je n'évoquerai pas tout. J'évoquerai pour ce qui concerne plus particulièrement la région. Premièrement, la formation professionnelle. Il est apparu que la filière de la fibre optique avait un besoin énorme pour former des techniciens compétents. Mais évidemment, la région, comme chaque région, a joué son rôle dans le cadre de ses compétences, a mis en place un certain nombre de dispositifs pour assurer la formation professionnelle et notamment financer des programmes de formation et structurer l'offre. Toujours dans ce qui concerne le frein, ça a été évoqué, j'y reviens rapidement. En ce qui concerne le raccordement final, alors effectivement, nous avons un mal vécu par les habitants, qu'il s'agisse des délais, qu'il s'agisse quelquefois des prix, qu'il s'agisse de l'adressage. Je dis d'autant plus que
J'étais maire rural pendant 12 ans, très récemment, et ce mal vécu, je l'ai bien connu. Et pour les maires servent de tampon en permanence entre les opérateurs et les collectivités. Ce mal vécu va disparaître avec le temps. Il a donné provisoirement, c'est ma conviction, provisoirement, une mauvaise image de la filière de la fibre optique. Le provisoirement, je vais y revenir dans un instant. Il s'agit aussi de disposer dans la durée d'un patrimoine technique performant, financé en grande partie par des fonds publics. Donc, bien évidemment, il est de l'intérêt de tous que ce mal vécu et que les freins qui sont constatés soient levés au plus tôt. En conclusion, 2 points. Premièrement, ce qui est certain, l'accélération des déploiements était et reste une nécessité. Deuxièmement, l'achèvement des réseaux très haut débit est pour demain en Normandie, 2023-2025, 100% ou près de 100%. Troisièmement, la commercialisation des réseaux est en augmentation, chacun le vit sur le territoire normand en permanence, ce qui est satisfaisant pour les investisseurs et pour le public dans toutes ses composantes. Deuxième point de conclusion, un petit peu personnel. Toute révolution, alors je pense à l'électricité, à l'eau, ça a été évoqué, nécessite du temps pour les investissements et un bon huilage dans les rouages. Alors je ne sais pas si l'huile, c'est très bon pour la fibre optique, mais enfin, il faut un bon huilage. Dans l'attente des résultats définitifs, les grincements sont constants, parfois difficiles à supporter, et pourtant, je terminerai en concluant sur une anecdote de ce dernier dimanche. Je traversais un hameau pour faire du boitage. Oui, les élus parfois font du boitage. Et je traversais un hameau et je rencontre des habitants qui viennent devant moi extrêmement souriants. Ça fait toujours plaisir. Mais ils étaient très, très souriants pour une raison très simple. C'est que dans ce hameau, s'ils avaient l'eau et l'électricité, depuis, j'allais dire toujours, ils n'avaient pas le haut débit et ils n'avaient pas la téléphonie mobile. Et ces habitants arrivent avec un grand sourire pour me dire, je ne suis plus maire, mais on m'appelle encore monsieur le maire. C'est pas une tradition. Et pour me dire, c'est formidable, monsieur le maire, nous avons Internet et nous avons le très haut débit. Ceci est pour dire que même dans des hameaux parfois reculés, il faut rester optimiste. Et pour ces habitants, c'était un peu comme si l'eau ou l'électricité venait d'arriver. Et raisonnons, c'est mon mot personnel, raisonnons dans la durée. Certaines années auront été difficiles, mais soyons très optimistes pour les mois qui viennent. Merci de votre attention. Merci Serge Tougart. Merci beaucoup. Il nous reste 25 minutes avant l'intervention de Madame la ministre. Serrandour, la Caisse des dépôts investit depuis de nombreuses années dans les RIP. Elle est entrée au capital de Orange Concession en début d'année. Quel regard portez-vous sur l'ensemble de ces investissements et l'avancée des RIP et cette question peut-être focus sur le raccordement? Merci Sébastien, Madame la ministre, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Tout d'abord, avant de répondre à ta question, cher Sébastien, je voudrais te remercier de nous avoir conviés pour ces 10 ans. Et en effet, comme M. Philippe Ogier le rappelait, 10 ans, d'autant plus que la Caisse des dépôts avant, la Banque des territoires aujourd'hui, qui est un partenaire régulier et fidèle des États généraux des RIP à Deauville. Nous sommes très honorés d'être là pour partager nos convictions et en effet les constats que nous faisons sur le domaine qui nous rassemble aujourd'hui. Et puisque, Monsieur le maire, Philippe Ogier, vous avez la délicatesse chaque année d'adresser vos vœux en début d'année à vos administrés avec un mot, un thème, vous me permettrez d'emprunter peut-être votre voix et de répondre à ta question, cher Sébastien, avec un mot qui, pour nous, à la Banque des Territoires, doit finalement peut-être caractériser cette année 2021 quand on parle de très haut débit. Et c'est le mot transmission. Alors, transmission, certes, nous sommes tous masqués et peut-être certains d'entre vous pensent immédiatement en transmission du virus, mais c'est évidemment pas sur ce thème que je veux vous emmener. Transmission sans doute parce que aux franciscaines, j'ai été bluffé hier soir, monsieur le maire, de voir le musée numérique
Et je crois que ça porte ici ce thème de la transmission, peut-être pour les collégiens, les enseignants du territoire, eh bien, un plein potentiel de transmission de la culture, du patrimoine et des grandes thématiques qui sont exposées ici dans ce lieu splendide. Évidemment, transmission pour le secteur dans lequel on est, on pense assez peut-être spontanément et immédiatement à Chape, au télégraphe, et finalement les télécoms, ce sont la transmission d'informations, de messages, et depuis des dizaines d'années, nous avons finalement cet objectif en déployant les réseaux. Mais pourquoi finalement choisir ce mot-là et ce thème par rapport aux problématiques qui ont d'ailleurs été rappelées à l'échelle de Deauville, du département et de la région? C'est parce que finalement, quand on est là dans ce moment de déploiement de la fibre et du grand plan France Très Haut Débit piloté par le gouvernement, on a sans doute collectivement réussi la première phase qui est ce déploiement massif, ce rythme important. Je pense, Hervé, tu y reviendras peut-être, dans le baromètre et l'observatoire dont nous sommes partenaires, dont tu vas rappeler quelques résultats clés tout à l'heure. Mais avec les industriels, dont tous les dirigeants sont d'ailleurs dans la salle ici, avec lesquels nous co-investissons depuis des années dans les réseaux, nous avons franchi ce cap. Nous, sur notre portefeuille, les endroits, nous avons investi dans une trentaine de réseaux partout en France. On est passé d'un rythme de déploiement de 19 000 locaux raccordables par semaine à 25 000 au tout début de cette année 2021. Donc le rythme est là, la capacité et la production est là sur l'ensemble des territoires. Et peut-être justement le moment de 2021, sans entrer en dissonance avec votre intervention, monsieur le conseiller régional, c'est peut-être justement de faire cette transmission pour aller vers le raccordé et le client final, peut-être de ne pas vouloir jouer cette année encore la course et de battre un nouveau record. L'ensemble des industriels, tout est installé, l'appareil industriel produit et on sera encore au rendez-vous, je pense. Hervé, tu le rappelleras, à la fin de l'année 2021, on va produire encore énormément et on va couvrir énormément de locaux et de foyers à la fin de l'année 2021. Mais l'enjeu, c'est évidemment, ça a été rappelé, on parle d'un bien, d'un service public délégué par des collectivités territoriales lorsqu'on parle de réseaux d'initiative publique. Et nous, en tant que financiers, nous avons proposé aux collectivités et aux industriels plus d'1,4 milliard sur ce sujet de déploiement de la fibre, 800 millions de prêts aux collectivités territoriales, une quote-part pour les collectivités normandes et du Calvados, et puis plus de 600 millions pour les opérateurs d'infrastructures partenaires qui sont ici présents. Et donc, tout cet argent et les fonds propres de la Caisse des dépôts, évidemment pour nous, il est hors de question que cet actif et ces ressources financières mobilisées soient dégradées au sens premier du terme, comme tu l'as montré peut-être Sébastien dans ce journal télévisé. Et donc en effet, la transmission pour nous cette année, c'est peut-être de faire en sorte que ces raccordeurs, ces sous-traitants et l'ensemble des opérateurs commerciaux prennent un témoin dans cette course de relais, qui est le déploiement du très haut débit, mais sans lâcher le témoin, parce qu'à 2-3 mois des JO, on est disqualifié quand on lâche le témoin. Et donc que l'on vise surtout et avant tout la qualité, parce que de toute façon, la quantité et les volumes sont là et sont au rendez-vous. Donc évitons peut-être dans ces derniers mois ce dernier semestre de 2021 de vouloir absolument et à tout prix accélérer encore sur la pédale de droite et peut-être restons à ce rythme de croisière qui est très très satisfaisant, qui permet de répondre aux enjeux et aux projets de l'ensemble des élus territoriaux, évidemment des administrés et des citoyens, et visons tous collectivement cette amélioration de la qualité. Et en tout cas, compte tenu du fait que c'est un bien de retour des collectivités territoriales, on doit absolument tous être totalement orientés vers une réalisation de qualité. En tant que financier, c'est très important pour nous parce qu'on n'est pas forcément prêt non plus, et j'imagine que ce sera également le cas du gouvernement, à ne pas réinjecter de l'argent pour ceux qui auraient mal finalement travaillé ou mal agi. Et donc, l'argent qui est mis là aujourd'hui, il doit l'être et il doit être employé pour des ouvrages de qualité. Merci.
Merci, merci Gaël Serrandour. Oui, l'investisseur de long terme souhaite effectivement qu'on ne s'emballe pas, qu'on soit pas sur, on est déjà sur un rythme extrêmement élevé, notamment dans la période qu'on vient de traverser. Et peut-être que, oui, parfois la quantité peut être l'ennemi de la qualité. Il y a un observatoire dont tu as rappelé que vous étiez partenaire, qui est l'observatoire d'Infranum, qui a été partagé début mai au niveau national. Donc, Hervé Rasclar, directeur général d'Infranum, pouvez-vous nous en extraire les bonnes feuilles, notamment sur les questions qui nous réunissent? Madame la ministre, monsieur le maire, cher Philippe, je vous remercie pour l'accueil dans ce magnifique lieu. On a eu la chance de le découvrir hier, les partenaires ont eu la chance de le découvrir hier, et je crois que tous les... Hervé, tu peux enlever ton masque. Ah, pardon, c'est très sympathique, merci. Et je crois que tous les industriels qui sont au sein d'Infranum aujourd'hui sont très heureux de venir se retrouver pour fêter ces 10 ans. Hein. Les webinars, c'est très sympa, mais les événements en présentiel ont quand même leur charme. Et donc, je vais essayer effectivement de partager pour ces 10 ans quelques éléments chiffrés. Madame la ministre, l'occasion pour ces 10 ans de faire un petit point de ce plan. France Très Haut Débit, qui porte une ambition très forte du THD pour tous. Donc, essayons de regarder ces chiffres et peut-être, quand on est un petit peu objectif, on va peut-être voir le verre à moitié plein et pas simplement le verre à moitié vide, comme on aime bien le faire dans nos territoires français. Alors, pour commencer, Madame la Ministre, peut-être un petit cocorico. Parce qu'on parle de la France, mais des fois, on se compare souvent à des grands pays qui sont plus industriels, mieux dotés, plus allant sur plein de sujets. Ben, regardons ces chiffres, regardez le petit tableau de droite. Tout simplement, il y a 3 fois plus de prises raccordables en France qu'en Allemagne. Il y en a 4 fois plus qu'au Royaume-Uni. Et sur le tableau de gauche, vous le voyez, nous sommes aussi en tête et sur le nombre de prises déployées par an et sur le nombre de Français qui se raccordent à la fibre. Donc, ça fait plaisir de temps en temps de rappeler ces quelques chiffres. On en parle souvent avec votre collègue Cédrico et il avait l'occasion de faire un petit point lors du DigiWorld de l'IDAT à Paris ces derniers mois. Alors, ce grand chantier, est-ce qu'on va être à l'heure? C'est ça la question. Parce que quand on parle de grand chantier, souvent, on parle plutôt de décalage. Eh bien oui, aujourd'hui, je crois qu'on peut affirmer que ce grand chantier, alors quand on parle de grand chantier, on parle toujours de Grand Paris, etc. Ce grand chantier, c'est 30 milliards d'euros. Donc, je crois que c'est un des plus gros chantiers d'infrastructure de France, rappelons-le, certes, qui est mené par différents acteurs, par différentes collectivités dans plein de points du territoire, mais globalement, aujourd'hui, on peut affirmer à travers ce petit diaporama, ce petit chiffre des 87%. Hein, l'ambition du plan, c'était 80% des foyers fibrés à l'horizon fin 2022. Aujourd'hui, nous le savons et nous pouvons affirmer qu'on sera en avance sur ce grand chantier. Ça vaut le coup de le signaler, c'est assez rare pour le signaler. Et je crois qu'on est prêt pour aujourd'hui partager ensemble cet objectif du 100% fibre. Quelques chiffres effectivement sur cette production. Je crois que tous les opérateurs d'infrastructures qui sont présents dans cette salle et que je salue, et pas mal aussi d'intégrateurs, les constructeurs de ces réseaux aujourd'hui ont pris le destin en main. Je crois que la filière industrielle, les infrastructures numériques, que l'État a reconnu comme un contrat, comme une filière à part entière, a relevé le défi. Vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2021 sera une nouvelle année record en termes de prises raccordables. On va passer la barre symbolique des 6 millions de prises réalisées. Et surtout, petit cocorico, on est aux étages généraux des RIP. L'année 2021, ça sera l'année des records en termes de production, mais ça sera surtout l'année du pic en termes de construction de prises RIP. Vous voyez, c'est le petit bleu qui apparaît au milieu. Donc, l'année 2020, on a construit 1,9 million de prises dans les réseaux d'initiative publique. On en fera 3,6 millions sur l'année 2021. Donc, c'est vraiment l'année des RIP, cette année 2021. On voit qu'aujourd'hui, les industriels mettent le paquet pour répondre présent et pour relever le défi voulu par l'ensemble des collectivités locales. Signalons quand même, parce que ça intéresse aussi beaucoup de zones urbaines, que l'année 2020 a été une année très forte sur la partie zone AMI. Je crois qu'il y a eu un très gros effort aussi des opérateurs pour rattraper ce qu'on signalait comme des retards sur ces zones AMI, avec plus de 3 millions de prises qui seront réalisées donc sur l'année, qui ont été réalisées sur l'année 2020.
un petit aparté quand même, Madame Henny, je profite de votre présence pour vous dire qu'aujourd'hui, votre ambition, l'ambition du gouvernement, c'est le FTTH pour tous, c'est le 100%. On s'est amusé avec la Banque des Territoires et la VICA de commencer à regarder et à mesurer pour cette ambition. On le sait quand on déploie un réseau, les 97, les 98%, on y arrive. Le 100% pose souvent des problèmes puisque c'est les plus durs à réaliser, c'est les plus éloignés, c'est pas forcément des maisons qui veulent. Donc, on essaie de faire une petite estimation de ce que ça représentait. Donc, on estime aujourd'hui qu'il y aura, pour atteindre la complétude, un sujet sur environ 2 millions de foyers. Il y aura 2 millions de foyers sur lesquels il faudra porter une attention particulière. Vous avez commencé à répondre à ces sujets, puisque l'État a attribué une nouvelle enveloppe de 420 millions d'euros en l'ensemble des territoires qui voulaient aller au bout de cette ambition. Donc, j'allais dire que ça, c'est fait. Mais reste ce sujet de la complétude. Et je crois que derrière ce sujet de la complétude, simplement un message, parce que je vois que Sébastien me fait des grands signes, c'est, je crois, le sujet, on est tous convaincus aujourd'hui que comme l'électricité et comme l'eau, on parle vraiment d'un bien commun, d'un service essentiel. Derrière un service essentiel, Madame la Ministre, et je crois que Cédric en a parlé, il faut qu'on mène ensemble, collectivités, État, industriels, le sujet du service universel de la fibre. Et derrière le service universel de la fibre se cache un gros mot, je crois que c'est vous qui employez le mot du gros mot, le sujet du FANC, le sujet du financement. Derrière le réseau électricité, il y a un fonds de péréquation qui s'appelle le FACÉ, qui fait qu'aujourd'hui, on ne se pose pas de questions. Chaque fois qu'il faut renforcer, chaque fois qu'il faut enfouir, chaque fois qu'il y a des nouveaux habitants, chaque fois qu'il faut moderniser ce réseau, il y a un fonds de péréquation national qui s'appelle le FACÉ, qui a été institué dès le début. Aujourd'hui, ce fonds d'aménagement numérique des territoires existe. Il a été créé par la loi Pinta au Sénat. Il n'est pas doté. Je crois que si on veut tous partager cette ambition d'un vrai service universel, c'est-à-dire d'un réseau qui vive, qui s'étende, qui s'enfouisse, qui se modernise, il faut parler de ce sujet de service universel et donc de fonds d'aménagement numérique des territoires. Je crois que c'est une volonté qu'on sent derrière vos déclarations respectives au sein du gouvernement. Sachez qu'on on travaille avec la VICA, on travaille avec la FNCCR sur ces sujets et je crois que cette fin d'année pourrait être un beau challenge pour relever ces défis. J'ai un petit sujet de passage de diapo. Merci. Donc, les petits cailloux dans la chaussure et les gros mots, je vais aller vite, mais effectivement, on a encore des sujets à résoudre. Avec Cédrico, avec la NCT, aujourd'hui, on s'attaque au sujet des appuis communs. Vous parlez beaucoup des raccordements. Aujourd'hui, il faut le savoir, Madame la Ministre, pourquoi on parle beaucoup des raccordements? Parce que les Français ont de l'appétence pour la fibre. J'entendais Philippe Augier tout à l'heure, et je me rappelle, j'étais à l'époque vice-président de la VICA, quand on parlait de la fibre pour tous, on nous riait au nez, en disant pourquoi faire? Vous n'allez quand même pas mettre de la fibre dans les campagnes. Aujourd'hui, tout le monde veut la fibre, et tout le monde a le droit à la fibre. Donc le sujet des raccordements est très fort, et pour raccorder dans ces zones RIP, on a besoin des appuis communs, un de ces appuis qui sont allés au bout du bout pour amener les réseaux cuivre et les réseaux électriques. Donc c'est un sujet qui est en arbitrage. Je crois que Madame la Ministre, on aura besoin de tout votre poids pour nous aider à obtenir ce nouvel arrêté qui va nous permettre d'utiliser ces appuis communs sans calcul de charge. C'est essentiel et c'est maintenant qu'il faut le faire si on ne veut pas avoir une injustice qui se recrée. Il y a des gens qui attendent depuis 10-15 ans dans ces campagnes. Vous allez leur expliquer qu'il y a un poteau, il y a une ferme où il y a un bandeau vert, il y a une ferme où il n'y a pas de bandeau vert. Donc lui, il a le droit, lui, il n'a pas le droit. Non, c'est pas possible. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être sérieux. C'est pas un petit fil, c'est pas une petite fibre qui va faire écrouler un poteau. Donc ce sujet-là est vraiment essentiel et on le sent monter de plus en plus. Un mot quand même sur le mode stock et sur les racos. Oui, c'est un sujet. Oui, on a pris ce sujet en main. Donc arrêtons aujourd'hui de taper sur l'ambulance. Tous les opérateurs aujourd'hui, sous l'impulsion d'Infranum, ont signé un nouveau contrat stock, pour reprendre un stock V2. Oui, on a pris la décision de responsabiliser et de punir l'ensemble des gens qui se comportent mal. Donc c'est en cours. Laissez-nous mettre en œuvre ce contrat. Vous l'avez vu hier, je pense, on a annoncé tous les constructeurs, tous les intégrateurs de rang 1 se sont engagés pour mettre en œuvre ce contrat mode stock V2 voulu par les OI et les OC, derrière une charte de qualité, pour décliner les engagements des OI et des OC. On prend ce sujet en main. Pourquoi il y a un sujet? Tout simplement parce que les raccordements explosent.
et que les entreprises, Madame la Ministre, qui construisent les points hauts de votre New Deal mobile, les réseaux 5G, les réseaux fibres, les raccordements, ce sont les mêmes entreprises. Donc aujourd'hui, il y a un volume très fort en termes de raccordement. J'enchaîne sur cette diapo, on en parle peut-être pas énormément, mais le plan France Très Haut Débit, c'est à peu près 40 000 emplois. Vous voyez ce pic de 2021, c'est-à-dire qu'on a été capable, malgré la pandémie, sur 2020, d'embaucher quasiment 10 000 personnes pour ce grand chantier. Et je tiens à rendre hommage, j'ai toujours un problème de pointeur, sur la diapo suivante, donc aux régions, aux départements, à l'ensemble de centres de formation qui, malgré la pandémie, ont été capables de relever le défi et de former des personnes partout en France. Hein. On a été capable de... Ces 10 000 personnes, ce n'est pas un endroit ou un autre, c'est vraiment des emplois locaux qui ont été déployés partout en France pour relever ce défi de la construction, mais aussi du New Deal mobile et aussi du raccordement. Dernier mot quand même, on n'en parle pas, toujours un petit verre à moitié plein. Les Français répondent présents à cette construction et ça c'est un élément très fort. Aujourd'hui, dès 2021, vous aurez, Madame la Ministre, en France, plus d'abonnés fibre que d'abonnés ADSL. Donc oui, ces réseaux, il y a de l'appétence partout. Oui, les Français répondent présents. Et oui, aussi, les entreprises répondent présents, puisqu'aujourd'hui, enfin, on sent le déclic. On était à la traîne, hein. On était 17e en Europe en termes de numérisation des entreprises. En 2019, seuls 20% des entreprises étaient connectées à la fibre. Ça décolle, on est passé à 37%. Je crois que la crise sanitaire est passée par là, hein. La demande a été très très forte. Et justement, dans le cadre du plan de relance, nous avons, les industriels et les collectivités, une demande pour faire en sorte qu'on aille là aussi regarder les raccordements entreprises compliqués. Vous avez mis beaucoup d'argent sur la table en termes d'accompagnement de numérisation pour accompagner cette digitalisation, mais il manque, à notre avis, une petite enveloppe sur toute la partie RACO non standard des entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui sont en dehors des zones d'activité. Donc je sais que vous l'avez fait sur la partie éducation, grâce à une collaboration et à une discussion entre le gouvernement et l'AVICA sur le sujet de l'éducation pour aller mettre une enveloppe spécifique sur les établissements scolaires qui étaient hors et qui étaient difficiles à atteindre. On a aujourd'hui une demande très concrète, les collectivités et les industriels, pour avoir une petite enveloppe. On parle de 50 millions d'euros hein, sur les digitalisations. Vous avez mis plus de 300 millions d'euros. Qu'une partie de cette enveloppe digitalisation soit fléchée sur la partie CAPEX, sur la partie investissement de ces petites PME, de ce petit TPE. On a aujourd'hui un problème de portage de ce sujet. Et je me permets et je profite de votre présence pour faire passer ce message. Donc voilà, un mot en conclusion pour vous dire que ce grand plan est au rendez-vous, que l'ensemble des acteurs industriels rassemblés au sein d'Infranum continueront d'être partenaires et de l'État de ce grand plan et surtout de toutes les collectivités partout en France, avec l'investisseur qui est fidèle et dont on vient de parler, et surtout la satisfecit, et c'était le titre un petit peu de notre observatoire cette année, c'est que les Français, citoyens ou entreprises, répondent présents à ce grand chantier et ont besoin de ce réseau pour demain. Merci de votre attention. Merci Hervé Rasclar pour Infranum. On va faire un bref détour avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, chez l'ARCEP, hein, rue Guertier-Archimède, avec Guillaume Mélier qui est à distance. Donc voilà, Guillaume qui est directeur fibre, infrastructure et territoire de l'ARCEP, sur cette question spécifiquement des travaux en cours au sein de l'ARCEP pour améliorer le raccordement. Guillaume, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je vais m'attacher à rester concis tout en donnant les éléments d'ensemble. Écoutez, vous avez ouvert la table ronde hein, sur le thème du verre à moitié plein et à moitié vide, qui, je pense, est tout à fait pertinent. Enfin, il est toujours important à la fois de dire ce qui marche et de s'en réjouir, parce que c'est important de reconnaître le travail qui a été fait par l'ensemble des acteurs et tout de suite derrière de concentrer sur l'énergie sur la partie à moitié vide pour la résoudre. Quelques mots à ce sujet. Tout d'abord, ça a été dit par les intervenants précédents, c'est le charme d'intervenir
clôture. Je pense à un point important, on a un déploiement qui avance désormais très rapidement, à un rythme très élevé. On a dépassé les 60% de locaux éligibles au FTTH. Vous avez cette diapositive, hein, repris les trois grandes zones qui structurent le déploiement, la zone très dense, la zone AMI et les zones RIP. C'est une diapositive que j'ai l'habitude de présenter quand on se retrouve et qui vous donne à la fois voilà, cet état de situation et le rythme de progression qui est important. J'en profite pour signaler que ce sont des chiffres qui sont au 31 décembre, hein, ce sont les derniers chiffres publiés par l'ARCEP. Les prochains sur les chiffres au 31 mars le seront dans quelques jours, début juin. Alors, je ne peux pas encore vous les donner. Je peux d'ores et déjà dire que, sans surprise, hein, le premier trimestre sera un peu plus faible que le quatrième trimestre, mais qui était tout à fait exceptionnel. Et que par contre, un point notable, c'est que alors que jusqu'ici, et puis vous voyez sur ce graphique, hein, donc les flèches rouges reprennent la progression 2020, le rythme le plus fort se trouvait en zone AMI. On va très probablement au premier trimestre avoir une inflexion avec une zone RIP qui, a priori, devrait être au même niveau, voire peut-être très légèrement devant le rythme de la zone AMI, et donc qui marque cette avancée d'ensemble et le fait que les choses accélèrent structurellement et durablement sur la zone RIP. Alors, l'état de couverture de notre territoire, c'est très tiré par la fibre. Néanmoins, il n'y a pas que la fibre. Pour donner une meilleure visibilité sur l'ensemble des offres présentes sur le territoire, hein, l'ARCEP a publié en version complète le mois dernier le site Ma Connexion Internet qui donne à voir la disponibilité sur tout le territoire jusqu'à la maille de l'adresse de l'ensemble des offres de services, que ce soit fibre, cuivre, câble, et puis aussi offres hertziennes, 4G fixe, très haut débit radio, satellite. Et donc ce site qui est disponible pour l'ensemble des Français permet de visualiser localement la couverture avec les différents niveaux de débit. Vous avez là un exemple sur le Calvados. Et puis en s'approchant et en zoomant pour aller jusque sélectionner l'endroit où vous habitez ou une zone. Et le site affiche les différentes offres de services disponibles, telles que transmises par les opérateurs. Vous avez là un exemple sur, encore une fois, sur le département du Pas-de-Calais, avec plusieurs opérateurs fibre présents, 8 opérateurs fibre, et différentes offres de services sur, par ailleurs, sur le cuivre, la 4G fixe ou le satellite. Ce qui permet également, et l'ARCEP a publié ces chiffres en fin d'année, de donner l'état de situation sur la disponibilité des offres de services sur le territoire, hein, avec aujourd'hui, en fin d'année, plus de quasiment 3/4 des locaux éligibles au très haut débit, alors 60% via la fibre, 4% via le cuivre, 4% via le câble, 7% le cuivre, 2% TH des radios, et un gros quart éligible au bon haut débit par les réseaux terrestres. Alors, je ne détaillerai pas davantage pour trouver ces éléments, mais qui permettent d'avoir une photo détaillée de quelles sont les meilleures technologies disponibles sur l'ensemble du territoire. Après, cet état de situation sur les questions, je dirais, les questions d'importance et les questions qu'il faut résoudre sur la fibre, l'état de couverture que je présentais là, et vous l'avez dit, hein, basé sur la notion de raccordable. Le raccordable, c'est un potentiel, c'est une nappe nécessaire, elle traduit le déploiement. Pour que l'abonné ait le service, il faut encore que le raccordement se fasse. Et donc, effectivement, c'est un sujet sur lequel l'ARCEP travaille actuellement, avec 3 grands thèmes que je vais détailler là. Une consultation publique qui a été réalisée en début d'année, sur lesquelles on est en train de tirer des conclusions, et qui s'inscrivent sous une ligne directrice qui est, que je résumerai en bien réaliser tous les raccordements. Bien réaliser parce qu'on a un sujet de qualité, je pense que ça a été dit, qui pour certains aspects va au-delà de la question de la qualité. Quand on parle de dégradation de réseaux, des réseaux qui sont construits mais abîmés, ça va au-delà des questions de qualité dure, je dirais. On a une situation qui n'est pas acceptable, qui doit évoluer. Des travaux ont été faits avec les opérateurs. Une feuille de route a été convenue, un plan d'action en mars 2020 qui prévoit des échéances fin 2020. La mise en œuvre doit accélérer. Je pense que les opérateurs s'y sont davantage pensés ces derniers mois. Hervé Rascla a rappelé les accords entre opérateurs, les récents accords entre sous-traitants. Il est essentiel que les choses avancent et que la situation évolue. Donc on a un sujet de mise en œuvre qui est au premier chef de la responsabilité des opérateurs commerciaux pour faire évoluer la sous-traitance, et puis opérateurs d'infrastructure dans le contrôle de leur réseau et des interventions sur leur réseau. Un deuxième sujet qui est celui des échecs de raccordement,
des cas de raccordement plus complexes, qui aujourd'hui est plus davantage une question de bonne organisation, d'évolution des processus pour que dans les interactions notamment entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux, il y ait les processus qui permettent de traiter ces cas pour que voilà, les quantités d'échecs de raccordement soient réduites et que lorsque un local est raccordable, que l'habitant souscrit à la fibre, que les cas d'échec soient plus limités que ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'ils sont encore trop importants. Et enfin, un dernier sujet sur les questions économiques, qui structure en fait les autres questions et sur lesquelles de l'ARCEP et qui a probablement quelques points affinés dans la chaîne économique entre les acteurs, entre opérateurs d'infrastructure, opérateurs commerciaux, opérateurs sous-traitants. Ces questions ont été creusées dans la consultation. L'objectif de notre côté est d'en tirer les conclusions d'ici l'été, avant la coupure estivale, sous forme d'orientation donnée aux acteurs et repartagée avec un certain nombre de travaux qui vont se poursuivre. En particulier, je dirais des travaux pratiques sur ces questions d'échec de raccordement avec les opérateurs pour déterminer plus précisément, tester probablement différents modes opératoires avant de généraliser celui qui s'avérera le plus pertinent entre les opérateurs. Donc Guillaume, aujourd'hui, le message, c'est aujourd'hui, ces enjeux sont sortis de la consultation. Vous êtes en train, effectivement, d'essayer de les caractériser, de les travailler pour enclencher des chantiers de concertation et d'action, je dirais, à l'horizon de septembre. Tout à fait. Préciser certains aspects et travailler avec les opérateurs sur les processus à mettre en place, en particulier pour traiter ces cas complexes. Et on signale qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux sur au-delà de cet aspect, et pour conclure, je pense qu'il est important également de relever la tête. Moi, j'ai l'habitude, dans les interventions aux États généraux d'ERIC, d'être interpellé, que les États généraux commencent par une interpellation sur les questions de zones fibrées et de fermeture du cuivre, fermeture du réseau cuivre. On s'y engage fermement. Orange a annoncé un calendrier, les choses deviennent concrètes. Et donc, les choses avancent. Il faut continuer à travailler pour qu'elles se déroulent correctement. Et la fermeture du cuivre va être un grand chantier. Et elle nous oblige, dans le succès de ces questions de raccordement, pour fermer le réseau cuivre, il faudra que les gens soient effectivement raccordés à la fibre. Et donc, il est d'autant plus important que ces questions de raccordement se solutionnent pour pouvoir poursuivre dans la généralisation des réseaux fibres. Merci beaucoup Guillaume Mélier de l'ARCEP. Effectivement, transition de technologie et transmission, on l'a entendu avec Gaël Serrandour, on est sur ces logiques de...